Shiro, un joueur pro, est transporté dans son jeu préféré avec le reste de l'humanité. Il est le mieux classé avec des pouvoirs magiques surpuissants. Sans issue de ce monde virtuel, son seul but est d'utiliser ses pouvoirs illimités pour vaincre le jeu et ramener l'humanité à la normale. Réveillé dans une ville abandonnée et envahie par la végétation, Shiro réalise qu'il est dans un jeu et trouve d'autres joueurs tout aussi perdus. Il trouve un menu, tente de se déconnecter mais échoue. Il consulte sa liste d'amis et appelle Nao, un ancien coéquipier, pour le rejoindre. Shiro touche l'herbe pour la première fois, ce qui le rend heureux. Ils explorent le monde pour des infos. Sur un pont, il repère Ekatsuki, un autre membre de son groupe, sur un bâtiment. Ils se retrouvent. Ekatsuki demande à Shiro une potion de chirurgie esthétique, puis se transforme en sa vraie forme. Une petite assassine. Backslash. Le lendemain, Shiro et le groupe rencontrent Mari, une amie et chef d'une petite guilde, dans son bâtiment. Elle les informe que d'autres guildes s'apprêtent à exploiter ce monde et les joueurs et demande à Shiro de rejoindre la sienne, vu son expérience avec le groupe le plus puissant du jeu. Shiro refuse, lui disant de ne pas s'attendre à ce que le jeu soit comme avant, les monstres étant différents. Après le coucher du soleil, ils entrent dans une forêt pleine de monstres et après un moment sont attaqués par des monstres écureuils. En les combattant, il est confus par les commandes. Ils se mettent en formation. Nao peine à bloquer les attaques et à repousser les bêtes. Shiro est attrapé par une plante monstrueuse qui le projette au sol. Ekatsuki saute et tranche la plante, la tuant d'un coup. Nao se ressaisit, utilise son bouclier pour détruire les monstres. Shiro utilise sa magie avec les attaques de Nao et Ekatsuki pour tuer tous les monstres de la zone. Le lendemain, la nouvelle se répand. Un gars est mort au combat et comme dans le jeu, a été ressuscité à l'église. On ne peut donc pas quitter le jeu en mourant. Ce soir-là, ils combattent un monstre végétal en équipe. Shiro l'immobilise avant qu'Ekatsuki ne l'achève. Plus tard dans la nuit, ils traversent à nouveau les forêts. Shiro leur dit que des problèmes couvent en ville. Les grandes guildes essaient de blesser ceux qui refusent de les rejoindre et des combats éclatent. Selon ces infos, les meurtres de joueurs augmentent car ils s'attaquent pour voler du butin et gagner de l'XP, une tactique minable, mais ils ne peuvent rien y faire. En ville, ils envoient un éclaireur. Soudain, Neo est immobilisé, mais Shiro l'annule aussitôt. Il envoie Nozunoa une boule lumineuse et repère 4 ennemis, des tueurs de joueurs. Ils avancent vers nos héros, prêts au combat. La bataille commence, Neo engage 2 ennemis à la fois, bloquant leurs attaques et contre-attaquant. La fille essaie d'attaquer Shiro, mais est enracinée au sol. Un épéiste tente de la libérer, mais Neo utilise sa capacité spéciale, forçant les ennemis à l'attaquer. Shiro réalise que Nao ne tiendra pas longtemps, ses PV diminuent. Il tire une petite attaque électrique sur les ennemis, mais elle met du temps à agir pendant qu'il repousse Nao. Soudain, ils sont immobilisés par des épines magiques et Nao en profite pour les attaquer, causant d'énormes dégâts. Cela effraie les autres ennemis qui crient aux soigneurs, mais Shiro l'a déjà endormi il y a longtemps pendant que Neo tue le gars au marteau. La fille essaie de l'attaquer, mais Neo la poursuit et la frappe. Le gars à l'épée appelle des renforts quand Akatsuki arrive de la forêt traînant 2 hommes affreux. Ils encerclent le dernier ennemi, le dernier tombe au sol et s'excuse, mais c'est un piège. Il attaque Shiro, mais est tué aussitôt par Akatsuki. Après, ils se détendent près d'un feu de camp. Neo reçoit un coup de genou au visage après avoir dit qu'Ekatsuki n'a pas d'intrigue. Shiro planifie de combattre des monstres, gagner de l'argent et trouver un bon endroit pour dormir, mais réalise que ce ne sera pas suffisant pour retourner sur Terre. Il reçoit un appel urgent de Mary. Shiro, le geek, avec Nao et Ekatsuki, se rend à la guilde. Mari lui parle avec inquiétude d'une fille, Sarah, partie dans une autre ville et qui a eu des ennuis. Shiro calcule qu'ils devront parcourir 400 km pour atteindre la ville en combattant des monstres. Il demande si elle cache des infos. Elle révèle que Sarah a été sauvée par de gentils joueurs et veut que Shiro et son groupe l'aident à revenir. Shiro réalise que cette mission durerait plus de 30 jours et réfléchit. Ekatsuki et Neo veulent que Shiro accepte la quête. Inspiré, il accepte.
Dès l'aube, ils se mettent en route et invoquent leurs chevaux. Après une demi-journée de chevauchée, ils font une pause pendant que Shiro regarde la carte, puis prennent leur déjeuner dégoûtant et insipide qu'ils détestent. Après, ils se préparent à reprendre la route. Akatsuki est arrêtée par Shiro quand elle essaie d'invoquer un cheval. Shiro et Nao utilisent un sifflet différent et soudain, une paire de griffons arrive tâte du ciel et atterrissent. Akatsuki semble en avoir peur. Shiro s'assied sur l'hippogriffe et lui dit de monter. Elle s'assied derrière lui et le griffon s'envole au-dessus du paysage pour qu'ils atteignent vite leur destination. Quelques jours après le début de leur aventure, grâce au griffon, ils ont traversé les zones très vite et atteint une montagne avec des dragons. Ils décident de se reposer et pour la sécurité des griffons, avancent à pied. Après, ils atteignent le grand donjon qu'ils doivent traverser pour leur destination. Ils traversent les ruines, très réalistes. Soudain, ils voient des rats-monstres sur le mur, capables de propager la peste. Plus loin, d'autres monstres bloquent le passage, mais Shiro choisit un autre chemin. Ils font une pause, Shiro consulte la carte, Neyo se plaint de la nourriture, impossible de l'améliorer. Shiro reçoit un appel de Mari, choquée qu'il soit déjà dans les ruines. Elle l'informe que Sarah est en sécurité, elle lui a parlé via l'appel du jeu, elle se cache avec le joueur sympa. Sarah est chez lui, faisant le ménage comme toute femme devrait le faire. Elle nettoie la maison pour son sauveur, un Fury. Il dit que la ville est dangereuse. Des aventuriers brutalisent joueurs et PNJ, détruisant leur boutique. Il lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle l'informe que l'équipe de secours a atteint les ruines, ce qui impressionne le chat. Dans les ruines, Shiro et son groupe traversent un vieux pont de pierre. Shiro leur dit de s'arrêter, le pont allait céder. Il tombe dans la rivière et perd connaissance. Inconscient, il se souvient pourquoi il aimait ce jeu. Il avait ici des amis qui voulaient faire équipe. Il se souvient aussi de son ancienne équipe où il avait même soutenu une fille. Il est soudain réveillé par Ekatsuki et Nao, inquiet. Nao lui dit qu'Ekatsuki a sauté pour le sauver. Shiro vérifie les blessures avant de repartir. En traversant une mine de cristal, Ekatsuki révèle qu'elle est étudiante. Nao se moque de la lenteur de l'intrigue, ce qui lui vaut un coup de pied. Ils repartent, soudain transportés dans un autre royaume. Ils aperçoivent une énorme boule de poils. C'est un rat géant. Shiro leur dit de combattre. Nao bloque une attaque, Ekatsuki frappe et Nao tranche la queue du rat. Shiro cherche une opportunité. Nao est attaqué, Shiro utilise un sort pendant que les autres attaquent le rat. Le rat, toujours vivant, projette Nao contre le mur. Shiro le sauve avec un sort, Akatsuki l'achève. Ils retournent à leur vraie vie. La ruine se termine sur un magnifique coucher de soleil. En ville, une guilde majeure pille et tue des joueurs. Un membre d'Assu refuse et est projeté par Wolverine. Demikaz, chef de la guilde, dit aux autres de tuer et piller qui ils veulent, car ce n'est qu'un jeu. Il leur crie de trouver Sarah et le lâche. Shiro et son groupe arrivent en dehors de la ville, où tout semble détruit par les voyous de la guilde de tueurs. Shiro décide d'entrer en ville pour retrouver Sarah au point convenu. Il dit à Eikatsuki d'y aller incognito pour des infos. Dès leur entrée, Shiro et Mao sont repérés par les hommes de Demikaz présents partout. Shiro les ignore et entre dans un donjon de cristal où il trouve Sarah. Elle le remercie d'être venu, tandis que le chaton émerge, reconnu par Shiro. Shiro et le chat, appelé Chef, sont d'anciens camarades. Ils sortent tous, Shiro lui parle de Nao et Ekatsuki. Shiro demande à Chef de les accompagner en ville. Il accepte, ce qui rend Sarah heureuse. Akatsuki appelle Shiro. La guilde les cherche en ville, ce qui effraie Sarah. Shiro la rassure, ils sortent dans les rues. Demikaz et ses hommes les repèrent. Shiro passe à travers eux et à ses rats, il dit qu'ils ne peuvent pas être attaqués. Les ennemis les attaqueront dès qu'ils seront en dehors des portes. Cela effraie ses rats, les joueurs se regroupent. Chef la rassure, ils s'en occuperont. Dès qu'ils sortent, ils trouvent Liver King sur un trône entouré de ses acolytes. Shiro et Chef insultent Demikaz. Chef le confronte et le défie en duel. Il essaie d'éviter, mais Shiro se moque de ses cheveux violets et lui dit de se bouger, ce qui l'enrage, et il accepte le combat. Il saute et frappe le sol. Chef esquive, atterrit et sort ses épées. Le Sasquatch attaque le chaton qui bloque le coup de pied, atterrit et attaque Demikaz qui bloque aussi.
Demi-casse saute pour un coup au sol, suivi d'un coup de poing électrique. Chef esquive et attaque, mais Demi-casse se téléporte et attaque à nouveau, bloqué encore. Chef a perdu des PV et doit attaquer. Il blesse Demi-casse qui réalise sa faiblesse et crie à l'aide. Des ennemis foncent sur Chef, mais Nao intervient et les étourdit. Chef attaque, mais Demi-casse est soigné. Nao est submergé. Sera utilise son sort de soin sur Chef, mais ce n'est pas assez fort. Demi-casse lui donne un coup de poing, envoyant Chef dans la forêt. Ils s'affrontent à nouveau. Demi-casse esquive l'attaque et repousse Chef. Nao est forcé d'utiliser sa défense ultime qui bloque tout 10 secondes. Sarah le soigne. Tout semble perdu car Chef reçoit un coup. Alors que Demi-casse court vers lui, Shiro utilise son sort Thornbind. Chef esquive ses attaques et utilise un combo massif battant Demi-casse. Tous sont choqués de voir leur horrible chef à terre et tentent d'attaquer Chief, mais Aikatsuki arrive derrière eux et les tue tous d'un seul coup. Ils réalisent que Chief est extrêmement fort, ayant frappé Demi-casse plus de 100 fois en une seconde, le détruisant, tout en distrayant les autres. Shiro se tourne vers les survivants et leur dit de dégager, mais Demi-casse se relève, prêt à botter les fesses de Shiro, mais Serra le défonce et le tue. Shiro et son groupe appellent le Griffon et quittent la ville purificatrice. Après un moment, ils atterrissent pour se reposer la nuit et Shiro a du mal à monter le camp n'ayant jamais touché l'herbe. Pendant ce temps, Sarah et Chief, qui ramassaient au pot du bois, repèrent un cerf. Chief décide d'essayer le régime carnivore un jour. Plus tard cette nuit-là, ils montent enfin la tente et mangent la nourriture dégueulasse quand ils sentent soudain quelque chose et suivent l'odeur pour trouver Chief faisant un barbecue digne d'un Américain. Ils pensent que la nourriture sera horrible, mais goûtent et découvrent que c'est une vraie viande juteuse qu'ils dévorent comme mon ex. Ils demandent comment il a fait ça et Chief révèle qu'il commandait juste Uber Eats, qui est dégueulasse. Pour de la bonne nourriture, il faut cuisiner soi-même et attendrir la viande. Ils essaient de cuisiner mais ça brûle. Chief répond que pour bien cuisiner, il faut améliorer ses compétences de chef et ne pas être un idiot. Plus tard, Chief dit à Akatsuki que lui, Shiro et Nao étaient dans le même groupe, le Tea Party. Akatsuki se moque de leur nom de groupe de mâles bêta mais se souvient de leur rang élevé et de leur combo qu'elle ne peut pas faire. Le lendemain, ils reprennent la route puis font une pause la nuit pour manger le poisson pêché par Chief, tandis que Serra, qui a des problèmes avec son père, pense à le piéger avec un bébé. Plus tard, pendant que Serra dormait, Shiro se souvient d'un garçon et d'une fille nouveaux au jeu qui lui avaient demandé conseil et qui l'avaient initié. Il s'inquiète pour eux à cause des tueries de joueurs, mais Nao lui dit de ne pas s'en faire autant. Le lendemain, ils repartent, mais voyant des nuages, ils décident de s'abriter. Ils arrivent dans un village et quand il commence à pleuvoir, trouvent un manoir où ils entrent sans frapper comme mes parents. Un vieil PNJ apparaît, les accueille au village et leur dit qu'ils peuvent dormir dans la grange pour la nuit s'ils veulent. Ils acceptent avec joie. Plus tard, ils s'assoient à table quand les petits-enfants du vieil homme arrivent et jouent avec Eikatsuki. Shiro réalise qu'ici, même les PNJ ont des sentiments et des souvenirs. Contrairement aux aventuriers, s'ils meurent une fois, c'est pour toujours. Après ça, Chief et Sarah reviennent d'une virée dans l'herbe, leur montrent des trucs locaux achetés et décident de faire des cookies que les enfants adorent. Pendant ce temps, un groupe d'aventuriers en haillons marche sous la pluie. Toya et Mino, les frères et sœurs que Shiro a formés, sont là. Toya soutient sa sœur blessée, tandis que leur chef, trollé pour montrer son visage, leur crie d'avancer. Toya dit à Mino que l'enthousiaste du KKK est si haut niveau qu'il attire tous les monstres, les blessant chaque jour. Ils atteignent enfin une grange où on leur donne peu de nourriture, puis les envoie se battre le lendemain matin. Après d'innombrables jours, ils arrivent enfin à Kibo, où la guilde organise une grande fête pour Sarah, tandis que Chief enseigne au chef le secret de la cuisine. Tout le monde semble heureux, mais plus tard cette nuit-là, quand tous dorment, Mary dit à Shiro qu'elle veut lui parler seule. Espérant enfin conclure, il l'accepte, mais elle lui sert du thé et le traite comme son meilleur ami gay, lui déversant ses traumatismes. Elle explique qu'Eikiba est devenu assez merdique ces derniers temps, même s'il n'y a plus de tuerie de joueurs.
Elle lui dit que les guildes monopolisent de la zone avec leur force et les plus forts prennent les meilleurs terrains de chasse pour monter de niveau, chassant les autres joueurs. Après ça, elle lui dit qu'ils ont organisé une réunion des petites guildes pour enfin embrasser le communisme et créer un conseil. Mais comme l'Union soviétique, ça s'est effondré à cause des conflits internes. Elle lui dit aussi qu'une des guildes essaie d'atteindre des niveaux encore plus élevés pour contrôler toute la zone, combattant de très forts monstres en montagne et utilisant des potions d'XP. Ça le choque car les potions d'XP ne sont données qu'aux nouveaux joueurs pour qu'ils montent plus facilement de niveau au début, mais elles sont maintenant confisquées. Ça l'enrage, il sort la nuit pour avoir une expérience de petit ami, mais ne peut que les imaginer. Chief finit par le trouver, ils vont au bord d'une falaise, parlent de leurs sentiments comme de vrais hommes en se tenant la main. Ça rappelle à Shiro son ancien groupe, l'encourageant à contacter Mino. Il l'appelle, lui demande si elle va bien et si ses potions d'XP sont confisquées. Après avoir répondu, elle attrape le Covid, alors il raccroche en pensant à un plan pour les sauver. Le lendemain matin, il est de retour à la guilde de Mary et leur demande de l'aide, ce qui les choque. Il dit vouloir abattre la guilde qui capture les nouveaux joueurs et vole leurs potions d'XP. Il veut les éradiquer d'Akiba et ensuite mettre fin à toutes les autres guildes qui veulent monopoliser leur force dans cette zone. Il leur dit qu'il a aussi créé une guilde, ce qui choque Mary car il les détestait avant. Mais elle est heureuse pour lui et accepte d'aider. Shiro leur dit que l'argent fait tout et que tout le monde est vénal dans ce monde. Pour tout changer, il faudra 5 millions d'or, ce qui choque Mary et Henry, qui disent que c'est impossible. Le lendemain, ils chassent des sangliers, mais Shiro leur dit de les attraper vivants. S'ils les tuent, il y a peu de viande, mais s'ils les capturent, ils en tirent bien plus. Alors ils commencent à les attraper. Pendant ce temps, toute la guilde est occupée. Mary gère la paperasse pour l'approbation du budget, tandis qu'Aikatsuki traque les ennemis et surprend 2 hommes faire un marché louche sur des potions d'XP. De retour à la guilde, les garçons ramènent une énorme quantité de sangliers et leur plan se met en place. Le lendemain matin, alors que tous les joueurs redoutent le petit déjeuner insipide, Mary et son groupe installent un stand de nourriture et distribuent des prospectus. Un homme finit par acheter un burger pour sa petite amie. Celui qui goûte le burger l'adore, ce qui pousse tout le monde à en acheter, pleurant de joie. La file d'attente s'allonge, mais Chef et les autres préparent les burgers pendant que le reste capture plus de sangliers. La nourriture atteint presque tout Akiba et les grandes guildes tentent de voler la recette. Pendant ce temps, Nao et sa bande capturent des sangliers et rentrent, tandis qu'un jeune homme reste pour en attraper d'autres et trouve un chef sanglier. De retour à la guilde, Henry calcule leurs gains, environ 50 000 pièces d'or aujourd'hui. Mais Shiro n'est pas content car il leur faudra 4 mois pour obtenir 5 millions. Pendant qu'il parlait, Shiro revient enfin avec un énorme sanglier sur le dos et s'endort, épuisé. Shiro contacte Minou et lui dit de garder espoir, il viendra la libérer très bientôt. Il sort avec Chef pour rencontrer Tsuji, un ancien membre de son groupe qui a créé sa propre guilde, devenue puissante. Shiro lui dit qu'il a aussi créé une guilde choquant Tsuji, mais il lui demande de l'aide, il explique à Tsuji qu'ils veulent rendre ce monde meilleur et il accepte. Le lendemain matin, lui et sa guilde aident au stand de nourriture, tandis que Shiro prépare la prochaine étape de son plan. Ils invitent l'une des plus grandes guildes contrôlant tous les ingrédients pour un accord. Mary et Henry s'assoient à table et demandent au chef Shin de fournir les ingrédients pour leur plat. Henry lui donne le prix, mais Shin, homme d'affaires, commence à marchander. Henry se lève et leur dit que d'autres guildes viennent aussi vendre leurs ingrédients, ce qui effraie Shin, et il conclut un accord pour des ressources illimitées. Pendant ce temps, Mino est forcée de coudre des armures en cuir pour la guilde, attristée. Elle se souvient avoir pleuré lors de son arrivée dans ce jeu. Toya l'a aidée et ils ont commencé à s'amuser. Mais bientôt, ils ont été pourchassés et capturés par une guilde de tueurs de joueurs qui les a vaincus et tués. Elle s'est ensuite réveillée à l'église où elle a rencontré Toya, triste, n'ayant plus rien. C'est alors que cette guilde les a embauchés et a commencé leur exploitation. À la réunion, les chefs des autres guildes marchandes arrivent, Brock Lesnar, le savant fou Hugh et Kuma. Ils sont choqués de voir Shin déjà là et demandent à Henry pourquoi ils ont été appelés. Henry répond qu'ils ont déjà conclu un accord sur les ingrédients avec Shin, mais qu'ils ont besoin de plus pour la prochaine quête qui est énorme.
Cela attire l'attention des trois qui pensent à leur profit. Mais Henry leur dit qu'elle ne peut pas révéler le plan, mais qu'ils ont besoin de 5 millions au total. Cela choque tout le monde qui pense que le profit doit être encore plus grand. Henry leur dit qu'en gage de confiance, leur guilde est prête à partager la recette secrète de ses plats. Puis elle leur dit qu'ils ont déjà gagné 500 000 pièces d'or et qu'il leur en faut 4 500 000 de plus. Tous veulent investir et Henry leur dit qu'elle prendra des montants égaux. Après cela, Shiro envoie une invitation à une conférence à tous les grands joueurs des guildes majeures qui acceptent car ils ont tous entendu son nom. Shiro contacte Mino et lui dit qu'il les sauvera demain. Le lendemain, toutes les grandes guildes arrivent au bâtiment de la banque une par une, tandis que les spectateurs, choqués, voient les joueurs les mieux classés. Toutes les grandes guildes de combat font leur entrée et s'installent à la table ronde. Une fois tout le monde installé, Shiro se lève et dit qu'il veut proposer un plan pour sauver Akiba de sa propre destruction. Mais un intello des plus grandes guildes l'arrête et dit que les petites guildes ont déjà eu une conférence, et un nain confirme que la conférence était inutile car ils ont fini par se battre. L'elfe aux cheveux longs se lève et dit qu'il se fiche de la ville, qu'il ne vient ici que pour vendre ses produits et sort. Pendant ce temps, Mino révèle que Shiro lui a dit qu'il enverrait Akatsuki au bâtiment de la guilde pour les protéger, tandis que Naoya serait à l'église pour sauver quiconque, et il décide de s'enfuir. De retour au conseil, Shiro annonce que les personnes présentes représentent tous les joueurs de ce monde et qu'il devrait le rendre plus sûr car les gens sont exploités pour leurs potions d'XP. Le gars en armure noire le regarde et dit que ce n'est pas illégal, mais Shiro lui rappelle qu'il n'y a pas de loi ici. Il a récemment visité une ville où la guilde dirigeante torturait PNJ et joueurs pour leur profit. Selon lui, il devrait établir des règles et si quelqu'un désobéit, le chasser de la ville. Le gars en armure noire lui dit qu'ils ne peuvent pas se battre contre de puissantes guildes comme eux, mais Shiro lui dit de se taire et affirme qu'il a acheté la banque ce matin. Cela les choque car il peut décider qui entre et qui ne peut pas et fixer toutes les règles. Ces énormes guildes ne pourront pas accéder à leur argent ni utiliser la porte de téléportation car Shiro les met sur liste noire. Pendant ce temps, Minou et les autres s'échappent, mais elle est renversée par un ennemi. Avant qu'il ne puisse agir, Toya l'attaque à la gorge, l'empêchant de crier. Le ninja l'attaque et il se défend en le repoussant avec Mino, puis il s'enfuit. Tout le monde s'échappe, sauf Mino et Toya, pris dans la magie noire du chef. Mais Mino utilise une magie défensive et ils parviennent à s'échapper par la porte pendant que les ennemis sont bloqués. Juste quand ils pensaient que tout allait bien, le chef les attaque, attrape Toya et commence à le blesser. Mais Eikatsuki arrive et le libère avant qu'il ne soit transporté vers Nao, qui le capture facilement. De retour au conseil, Shiro les fait chanter pour qu'ils acceptent, car sinon ils perdraient la capacité la plus basique du jeu, ce qui leur serait très préjudiciable. Il propose de sécuriser la ville et de créer une loi pour tous. Mary révèle le secret de leur nourriture, choquant tout le monde. Les guildes marchandes et Shiro expliquent qu'ils peuvent tout créer comme dans le monde réel, avec les bons objets. Shiro ajoute que les gens s'ennuient, mais avec les nouveaux produits, ils gagneront et dépenseront résolvant le problème. Il interdit le meurtre de joueurs et donne les mêmes droits aux PNJ, car ce sont de vraies personnes. Les guildes sont surprises, mais acceptent. En une semaine, la ville est transformée, plus normale, les gens s'amusent et vivent leur vie. Le groupe de ravisseurs est banni de la ville, le joueur rejoint la guilde de Mary. Shiro nettoie un lieu pour sa guilde. Shin lui conseille d'embaucher des PNJ, mais Shiro n'aime pas l'idée. Mary et Tsuji arrivent à la nouvelle guilde, surprise de l'avoir finie. Shiro explique que la guilde marchande a tout créé et Isaac de la guilde de combat a aidé à nettoyer. Ce soir, Chief sort et trouve Toya et Minou. Ils n'ont pas rejoint la guilde de Mary, ils veulent travailler avec Shiro qui les a tant aidés. Shiro hésite mais les accepte dans sa guilde avant de dîner. La ville est plus animée que jamais, tandis que Toya et Minou s'entraînent dans la jungle contre des monstres végétaux. Minou s'améliore en soutien, Eikatsuki et Nao achèvent les monstres. Après, Neyo dit qu'Eikatsuki est une équipe émo qui se la joue, ce qui lui vaut un coup de pied. Plus tard, Shiro et les autres sont appelés par Mary. Pour une fois, cette idiote a un bon plan.
organiser un camp pour les joueurs de bas niveau afin qu'ils s'améliorent et prendre des vacances. La nouvelle se répand vite, Toya s'entraîne la nuit. Le lendemain, Shiro apprend que des hommes étranges approchent. Il les rencontre. Les PNJ s'inclinent. Le chef annonce qu'il vient du roi Distal et veut voir les chefs du conseil. Le nerd et Shiro rencontrent l'homme qui les invite à un bal à la capitale royale. Shiro, inquiet de leur politique, assure aux nerds qu'ils n'ont pas à craindre de guerre car ils sont plus forts. Le lendemain, ils partent en mission. La moitié va à la campagne avec les novices pour le camp d'entraînement. Shiro et les autres, décidés par le conseil, vont à Ystil rencontrer le roi. Shiro craint que les PNJ soient beaucoup plus puissants et envoie Mary avec Minou enquêter, mais l'idiote profite de ses vacances. 2 heures plus tard, Shiro et son groupe atteignent le palais de glace, y entrent, et à la tombée de la nuit, les célébrations commencent. Bientôt, le roi descend les rencontrer. Shiro se fige, le nerd prend la parole et ils discutent, le roi voulant en savoir plus sur Aikiba. La princesse Lin arrive et tous la fixent. Au camp, on annonce que demain, les novices feront leur premier donjon seuls, ce qui les effraie. Les donjons ont des monstres faciles, mais de nombreux monstres puissants gardent le trésor et la petite zone rend le combat difficile. Le bal commence au château, le roi demande à Shiro de se joindre et malgré son hésitation, Henri le fait danser devant tous. Après le bal, Shiro s'effondre épuisé, Minou l'appelle pour parler de leur plan de donjon mais Shiro lui dit d'arrêter de pleurer. Minou le traite de sexiste et raccroche. Le lendemain, Shiro s'assied avec son groupe pour un excellent petit déjeuner et discute de politique et de jeux. Il explique que les PNJ sont majoritaires et comprennent le pouvoir des joueurs. Ils chercheront à s'allier pour prendre le pouvoir. Cela pourrait être problématique car ils pourraient soudoyer des guildes, ce qui mènerait à la guerre. Shiro envoie Aikatsuki enquêter au camp. Chief les emmène près d'une forêt, les divise en équipes et les laisse seuls. Toya et Minou font équipe avec Sarah, Izuzu et Rudy, un salaud pompeux qui se croit fort. Rudy et Toya, tout aussi stupides, les mènent au donjon. Nao les arrête, disant à Toya de battre le tank sans bêtise, et Chief encourage Minou. Ils entrent dans le donjon, l'obscurité effraie les filles, Rudy utilise son bâton pour créer des boules de lumière et Sarah fait de même. Ils reprennent la marche et voient des squelettes avant 2 entrées. Ils en prennent une, Minou réalise que Rudy est stupide et qu'elle devra le sauver. Soudain, Toya leur dit de s'arrêter, repérant 3 squelettes, mais Rudy fait du bruit. Toya court devant, utilise la magie, force les squelettes à attaquer, puis un super coup de taille, mais est touché par le dernier ennemi. Mido utilise un bouclier, Seri soigne Toya pendant qu'il combat. Rudy sort son bâton et envoie une boule de feu qui touche tous les squelettes, puis un autre tir avec l'aide de Suju qui tue le dernier. En célébrant, il reçoit une flèche et il repère un squelette Minecraft avec un arc. Toya court vers lui mais trouve d'autres squelettes. Minou soutient Toya au combat, Rudy l'aide avec sa magie. Les squelettes en colère courent vers Rudy pour en faire de la salade. Il recule, attaquer, ses PA diminuent. De manière pathétique, il s'enfuit du donjon. Pendant ce temps, le geek repère la princesse seule et décide de l'aborder. Il commence à lui parler, mais la princesse, ayant déjà eu affaire à des nuls comme lui, l'ignore complètement et s'éloigne pour son autoportrait. Après cela, en marchant dans les couloirs, elle entend du bruit et voit le geek s'entraîner avec des soldats qu'il bat facilement. La princesse s'assied pour regarder les matchs. Le geek annonce que le vainqueur du tournoi prendra le thé avec la princesse, ce qui excite tout le monde. La foule se rassemble dans l'arène alors que le geek affronte une grosse baleine avant de le vaincre. Tout le monde applaudit, mais la princesse n'est toujours pas impressionnée. Pendant ce temps, Toya et les autres traversent le pont et trouvent une pièce où ils s'enferment. Ils s'asseyent pour se reposer, mais Rudy commence à les insulter, affirmant que les soigneurs sont stupides. Toya le fait taire et lui dit qu'il est un noob total qui ne sait pas jouer soigneur. Sur la plage, Mary s'éclate, son soumise attrape des crabes géants pendant que les novices les combattent pour faire un ragoût de crabes, tandis que le chef et Nao font une session entre potes en campant.
Au château, le chef de la guilde marchande est invité à dîner. Le seigneur lui dit qu'ils sont prêts à fournir plus de matières premières, mais les monstres les attaquent sur terre, alors ils demandent aux marchands de leur construire un navire. Pendant ce temps, le geek emmène la princesse sur un balcon où il est assailli par des filles stupides qui feront sûrement du OnlyFans. Il les renvoie avant de dire à la princesse qu'il est un homme de culture qui apprécie une bonne paire de cuisses juteuses et qu'elle lui rappelle sa sœur, révélant qu'il vient d'Alabama et veut l'aider si elle est aussi coincée. De l'autre côté, Shiro voit Akatsuki courir comme un idiot et s'assied pour parler quand soudain, il ressent une présence dangereuse. Un homme à capuche effrayant apparaît et se présente comme Reigan le mage. Shiro l'emmène dans la bibliothèque avec Akatsuki et le rafraîchit. Le mage l'interroge sur le sac magique de Shiro, ce qui le surprend car seuls les aventuriers de haut niveau le connaissent. Regal le remarque et explique qu'il est un scientifique magicien gravement sous-payé comme tout autre scientifique et qu'il est connu comme le mage du lac Mero. Shiro reconnaît immédiatement le nom et dit à Eikatsuki que le mage du lac Mero est un grand mythe dans le jeu, mais qu'il n'avait jamais pensé qu'ils existaient réellement. Shiro est très excité car cet homme peut répondre à beaucoup de ses questions. Le mage commence à parler et leur dit qu'il étudie la magie de classe mondiale, dont même Shiro semble ignorer l'existence. Reigan explique qu'il existe 8 types de capacités magiques pour attaquer un ennemi, un groupe, plusieurs groupes, etc. Et puis il y a des sortes de bombes nucléaires qui peuvent détruire un château, une armée, même un continent. La plus puissante est la magie de classe mondiale qui peut détruire le monde entier. Shiro doute qu'une telle magie existe, mais Reigan révèle qu'elle existe et a été utilisée 3 fois par un sort appelé Fraction du Monde. Shiro s'intéresse immédiatement et lui demande quand cette magie a été utilisée. Pendant ce temps, Toya et son groupe sont assis autour d'un feu de camp, ruminant leur tentative ratée de nettoyer les donjons et veulent y retourner même fatigués. Nao se moque d'eux pour avoir fui comme des lâches, mais leur dit de se reposer avant de repartir. Ils entrent tous dans leur tente et pendant que Toya réfléchit à leur stratégie, Mino relit les notes de Shiro. À la bibliothèque, Reigan commence son histoire en disant qu'il y a 300 ans, le monde était plus avancé et paisible, contrôlé par les humains, les elfes, les nains et les hiboux, des mages spéciaux. Les hiboux les moins nombreux contrôlaient le monopole des inventions magiques, ce qui agaçait les autres races. Comme personne n'a lancé le hashtag la vie des Shibou compte, les 3 autres races les ont détruits et les survivants ont été réduits en esclavage. À cause de ce massacre, 6 fantômes sont nés et ont déclenché une guerre pour se venger des autres races, mais ils étaient bien vaincus car en infériorité numérique. C'est là qu'ils ont décidé de copier l'Amérique et ont largué la bombe nucléaire qui a presque détruit le monde et des restes, des monstres, sont nés. À cause des guerres, beaucoup de gens sont morts et leurs âmes sont devenues ces monstres qui ont commencé à pousser l'humanité au bord de l'extinction. À cause de cela, l'humanité a décidé d'apprendre la magie et a créé des demi-humains plus forts qui ont combattu les monstres. En plus, des précurseurs ont été créés, des PNJ selon Shiro, mais assez forts pour combattre un aventurier. Reigan a poursuivi en disant que les ennemis continuaient de se réincarner pour une raison quelconque, ce qui est devenu un problème. Shiro réalise qu'il parle des réapparitions. Quand on tue des ennemis, ils disparaissent un temps mais réapparaissent pour que d'autres joueurs puissent les vaincre. Après cela, Reigan leur dit qu'à cause de ce problème, la guerre était sans fin entre l'humanité et les monstres, et c'est là que la 2e fraction du monde a été utilisée et que les aventuriers sont apparus pour la première fois. Il affirme aussi que le nom de Shiro est devenu célèbre presque immédiatement, et il savait que Shiro était un mage. C'est pourquoi il voulait lui parler parmi les autres conseillers. Shiro réalise que l'échelle de temps correspond car il a commencé à jouer au jeu à ce moment-là. Et quand le jeu a été lancé, c'est là que la 2e fraction du monde s'est produite. Reigan prend la parole et dit qu'il a récemment fait des recherches sur les PV et les PM et a découvert que si une personne meurt, son âme est libérée dans l'air. Mais un mage puissant peut utiliser la magie de résurrection qui lie l'âme au corps et le joueur revient à la vie.
Le problème principal est que le joueur perdra une certaine quantité de points d'expérience, ou en d'autres termes, ses souvenirs. Cela signifie que chaque fois qu'un joueur se réincarne à l'église, il perd une partie de ses souvenirs sans le savoir. Le lendemain matin, Shiro semble inquiet alors qu'il marche aux côtés d'Eikatsuki et explique que personne ne connaît le mécanisme de perte de mémoire après la mort. Pour ne pas créer de panique, il devrait garder le secret pour l'instant et Eikatsuki est d'accord. Dans la jungle, Mino se réveille et vérifie son inventaire, tandis qu'Eisuzu se lève aussi et affirme qu'elle n'a pas pu dormir la nuit dernière avant d'aller se baigner dans le lac. Toya se réveille aussi de mauvaise humeur et va simplement dans les bois pour faire pipi. En marchant dans la forêt, Isuzu remarque Ruby s'entraîner seule dans les bois, mais dès qu'il la remarque, il fait semblant de se promener. Elle l'invite au petit déjeuner, ce qui fait frire son cerveau d'Imsel, mais elle lui dit que ce n'est pas un rendez-vous et il accepte avant de repartir. De retour au camp, il commence à pleuvoir, mais ils ont de la bonne nourriture chaude que tout le monde semble apprécier à part Toya qui a l'air inquiet. Soudain, Rudy se lève et dit qu'il devrait retourner au donjon. Mino se gifle pour se motiver et dit qu'ils ne sont pas encore prêts. Tout le monde la regarde, elle dit d'attendre l'après-midi. Rudy la coupe et dit qu'elle devrait retourner à la cuisine car les hommes sont là pour gagner des niveaux et de l'expérience. Mino se moque de lui car il court comme une poule mouillée dans les donjons à chaque attaque. Rudy demande ce qu'elle veut faire. Mino répond « des masques faciaux et se détendre ». Rudy s'énerve pensant être hétéro, mais Asuzu lui dit qu'il ne peut pas savoir sans essayer. Mino dit qu'elle ne peut pas créer de stratégie car elle ne connaît rien d'eux, ni de leurs capacités. Elle doit savoir si un joueur préfère jouer à couvert ou attaquer de front. Elle demande à chacun de lui dire ses préférences. Rudy commence. Il adore sa boule de feu très puissante, utilisable toutes les 10 secondes. Mina note. Toya réfléchit et explique que sa provocation pousse les ennemis à l'attaquer car il croit qu'il les insulte et ils se ruent sur lui. Le problème, c'est qu'avant sa provocation, la boule de feu de Rudy les frappe et ils attaquent Rudy. Mino note tout. Leurs échecs prennent sens, ce qui les rend heureux. Ils révèlent toutes leurs capacités une par une. Le lendemain, ils retournent au donjon et voient des squelettes. Mieux préparés, ils se positionnent. Toya fonce, utilise sa provocation et tous les ennemis le poursuivent pendant que les autres se cachent. Asuzu isole un squelette et l'attaque avec Mino, mais Mino est mise à terre. Rudy arrive à temps, bloque la flèche et au lieu de sa boule de feu, utilise sa magie de foudre pour tuer le squelette. Pendant ce temps, Toya affronte 4 ennemis, subit des dégâts et perd des PV. Heureusement, Sarah le soigne immédiatement, le ramenant à pleine santé pendant qu'il se défend. Cela lui donne un avantage. Il se souvient que Neo lui a dit d'être un homme de culture qui aime les cuisses. Pour l'amour des cuisses juteuses, il provoque, frappe 2 ennemis, bloque l'attaque et dit aux autres de se préparer. Tous se positionnent, Toya provoque, Asuzu utilise son attaque sonore et Rudy sa boule de feu pour frapper tous les ennemis avant de les geler, les détruisant. Vigilant, il s'approche de la porte du donjon, réalise qu'ils ont terminé ce niveau et célèbre leur victoire. Plus tard, Shiro est au château, rédigeant des documents, inquiet de la perte de mémoire en cas de mort. Il reçoit un appel de Mino qui lui dit qu'ils ont terminé la quête du donjon et y retourneront demain une dernière fois. Shiro la félicite et demande les détails des performances de chacun qu'elle a noté comme une intello. Le lendemain, désastre sur la plage. Shaw et son groupe y courent, Mary leur ayant dit que des monstres poissons attaquent. Il arrive et voit une foule de ces monstres sauter de la mer, atterrissant sur la plage avec des armes, causant des ravages. Tous se battent. Mary leur dit de fuir, mais elle est aussi attaquée. Les poissons l'entourent, mais Shaw arrive à temps et les affronte, lui disant de fuir dans la forêt pendant qu'il combat la bête. Mary s'enfuit. Shaw se jette seul pour faire du sushi frais. Les joueurs expérimentés tentent d'en tuer un maximum, mais sont encerclés, essayant de gagner du temps pour les novices. Pendant ce temps, Nao et les autres combattaient des gobelins dans la jungle. Le chef s'envole pour voir ce qui se passe. Il revient au camp et les informe avoir vu une armée de milliers de gobelins, trolls et autres grands monstres traverser la forêt vers le royaume d'Istol. Il tente de joindre Mary et les autres en vain.
Nao contacte Shiro et lui donne les détails. Shiro convoque une conférence du conseil sur Google Meet. Il leur dit qu'aujourd'hui, des monstres ont attaqué en masse à la plage et dans la forêt. Selon le chef, il a vu une armée d'au moins 10 000 gobelins en marche, mais il pourrait y en avoir plus. Tsuji demande la cause. Shiro répond qu'un nouveau roi gobelin a été couronné. Il explique qu'un château gobelin se trouve au fond de la forêt. 2 fois par an, un nouveau roi gobelin y est couronné. Le travail des aventuriers est de tuer les gobelins avant cela. Mais cette fois, ils étaient trop occupés à s'entretuer et à former des dictatures. Personne ne s'est soucié d'arrêter les gobelins. Le nouveau roi a donc été couronné et uni les races de monstres pour attaquer l'humanité. Mira pense qu'Ikiba a assez d'aventuriers, mais Shiro lui dit que le problème, ce sont les seigneurs d'Histo qui ne sont pas assez forts. Henry l'interrompt, affirmant que les héros PNJ devraient sauver ces seigneurs. Shiro dit qu'ils ne savent même pas s'ils existent encore. Le soir tombe, le groupe de Mary et celui de Nao s'unissent. Nao dit à Mary de ne pas s'inquiéter, Shiro trouvera une solution. Elle va se changer. À son retour, Neos éteint le feu. Des torches apparaissent dans les montagnes. Une division de gobelins approche. Ils prennent une carte et se regroupent autour du feu. Le chef dit qu'ils sont en sécurité pour l'instant, c'est juste une petite troupe de pillards qui va attaquer le village voisin et voler de la nourriture. Mino affirme que le village sans défense sera détruit. Toya et Rudy veulent se battre. Aisuji leur dit de se taire, leurs faiblesses ne vaincront pas ces gobelins. Mino pense à la gentillesse des villageois et supplie Nao de les laisser aider. Pendant ce temps, Shiro rassemble tout le monde à table et annonce qu'il a appelé Tsuji pour qu'il rejoigne Mary et Nao avec ses forces afin qu'ils puissent se rendre à Istel. Shiro leur dit aussi qu'il sait quelque chose sur la mort dans ce monde et explique que contrairement à quand il jouait, la mort a maintenant une pénalité. Ils perdent leurs souvenirs à chaque fois qu'ils meurent. Le chef des marchands est choqué et demande à Shiro plus de détails sur le type et la quantité de souvenirs perdus, mais Shiro n'en a aucune idée. Soudain, Nerd prend la parole et affirme qu'il est mort 2 fois en combattant des démons au début, quand il a été transporté ici, et qu'il a aussi perdu des souvenirs, mais il pensait que c'était une coïncidence. Shiro s'intéresse et demande quels souvenirs il a perdus. Il répond que les 2 fois, il a perdu des souvenirs du monde réel, mais comme il n'a jamais vu le soleil dans la vraie vie, la plupart étaient inutiles. Pendant ce temps, Mary refuse que Toya et son groupe défendent le village car c'est trop dangereux et leur dit d'attendre que Shiro décide de la meilleure marche à suivre. Rudy dit qu'il n'est pas la petite chienne de Shiro et qu'il ira au village quand même, mais Isuzu lui dit qu'il se fera botter le cul s'il y va seul. Minou finit par prendre la parole, demande à Mary de les laisser partir et au moins évacuer le village, et Mary accepte. Ils traversent la forêt vers le village. Minou leur dit qu'elle a menti et qu'elle va défendre le village au lieu de l'évacuer. Soudain, ils aperçoivent de la fumée venant du village. Ils entrent dans le village, le trouvent entièrement brûlé et détruit. En cherchant des survivants, Toya voit 2 gobelins jouer avec une poupée, ce qui l'énerve. Les hommes ne jouent pas aux poupées. Ils foncent seuls et se battent. Rudy le suit, l'aide avec sa magie, tue un gobelin, Toya s'occupe de l'autre. Après, Rudy se dispute avec Isuzu. Ils doivent protéger les autres. Toya enterre la poupée pour qu'on ne la trouve pas. Quelques instants plus tard, Nao et les autres arrivent. Minto leur dit qu'elle a un plan et veut qu'ils l'écoutent. Elle affirme qu'ils ne peuvent pas défendre tous les villages ainsi, ils doivent changer de stratégie et attaquer les gobelins eux-mêmes. Mio utilise sa magie pour voir dans la nuit. Nao contacte les autres. Ils ont décidé de prendre l'initiative et d'attaquer les gobelins. Ils ne protègent pas leurs arrières, n'ont aucune formation, ce sera facile. Le chef et lui seront là pour protéger les novices si besoin. Mino regarde à travers sa lunette et découvre que Toya a provoqué un groupe de gobelins et court maintenant vers eux. Tout le monde prend position. Dès qu'ils sortent des buissons, Sarah utilise son sort de racine pour les lier. Rudy crée une épée de glace pour Toya qui l'utilise et démolit les gobelins. 2 autres gobelins arrivent par derrière, mais Rudy utilise sa magie de feu pour les affaiblir, puis avec Asuji, lance une attaque massive pour les détruire. Au palais, Shiro parle à Brock Lesnar et Nerd.
Il leur dit qu'ils devront sûrement s'impliquer dans cette guerre car les seigneurs d'Istel veulent que les aventuriers combattent les gobelins étant donné qu'ils sont pratiquement immortels. Avant de décider, ils sont convoqués à une réunion par le roi et les seigneurs. Ils se dirigent vers Allinge, vers la salle de réunion. Pendant ce temps, Minot et les autres discutent stratégie autour d'un feu. Rudy nettoie les gantelets magiques trouvés, réservés aux mages, donc le groupe les lui a donnés. Minou se lève et leur dit de bouger, ils ont encore des gobelins à tuer. Ils s'enfoncent à nouveau dans la jungle. À la réunion, les seigneurs répètent les mêmes discours diplomatiques. Shiro coupe court et demande le statut des héros légendaires. Un seigneur affirme qu'il ne veut pas les déranger pour une si petite guerre. Les aventuriers d'Akiba devraient s'en occuper. Un autre dit qu'Akiba a une énorme armée, mais Shiro le corrige. Ils n'ont pas d'armée permanente, ce sont des aventuriers libres de faire ce qu'ils veulent. Un seigneur se lève et leur crie dessus, les traitant de lâches. Ils sont si forts, mais refusent de combattre les gobelins, et s'ils meurent, ça n'a pas d'importance, ils peuvent être ressuscités. Cela met Brock en colère. Il frappe la table, la brise et crie au seigneur de se taire. Ils ne sont pas ses animaux de compagnie, ni ne travaillent en haut pour Istel, donc ils n'ont aucune obligation de les aider. Tous les seigneurs se taisent, mais un Baldimoche prend la parole, disant qu'ils sont super forts, donc ce devrait être facile de battre les gobelins. Mais Brock leur dit de se taire, car les aventuriers d'Akiba ne feront jamais confiance ni n'aideront Istel ainsi. Avant qu'ils ne puissent parler davantage, la princesse arrive et décide de montrer à quel point elle est une femme forte. Elle regarde Nerd et lui dit qu'elle veut qu'il l'emmène à Akiba, tandis que les seigneurs se demandent s'il y a un nouveau centre commercial. La princesse explique que les aventuriers sont libres, elle veut y aller, leur montrer son respect et leur demander de se porter volontaires pour ce combat contre les gobelins. Elle révèle aussi que les héros légendaires ont disparu et ne rejoindront pas le combat, ce qui énerve les seigneurs qui gardaient l'un de sa secret. Mais le roi tape dans ses mains et tout le monde se tait. La princesse continue. Ils ont tous essayé d'utiliser les aventuriers comme des outils. Elle ira elle-même leur montrer du respect. Même si 10 à 15 aventuriers acceptent de se battre, ce sera une aide énorme. Après son discours, elle s'évanouit d'épuisement et s'endort. Dans la forêt, Minou et les autres marchent, effrayés même par les oiseaux la nuit, tellement ils sont alertes. Ils en rient tous avant d'avancer avec le seul but de détruire les gobelins. Pendant ce temps, Nerd monte un griffon suivi de Shiro et Akatsuki en route pour Akiba. Ils atteignent enfin Akiba. La princesse est sidérée qu'une ville pareille puisse exister. Il y a des stands de nourriture partout, les gens mangent, s'amusent. Des artistes dansent, des idoles chantent. Tout le monde profite de la nuit et fait la fête. Nerd dit à la princesse que Shiro la conduira en ville. Lui ira rencontrer sa guilde pour les informer des nouvelles. Shiro emmène la princesse à un entrepôt où il retrouve Shin, déjà informé par Shiro de la recevoir. Il semble très impressionné. Shiro l'emmène vers la salle des vêtements pour choisir des habits appropriés qui ne la fassent pas paraître différente et lui donnent l'allure d'une vraie guerrière. Pendant ce temps, des enfants entrent. Ils sont heureux de voir une princesse et lui donnent même un burger qu'elle mange. Elle est surprise par le goût de ce repas si riche qu'elle n'a jamais rien mangé de tel. Elle laisse tomber de la sauce sur ses vêtements. Heureusement, ce n'est pas grave, Shiro est là pour la déshabiller et lui donner les nouveaux habits choisis. Il dit à Akatsuki de s'occuper de rendre la princesse jolie et bien. La princesse est mal à l'aise, pensant que ses vêtements sont pour des femmes de la rue, pas une princesse. Mais Akatsuki lui dit de fermer sa bouche royale pendant qu'elle ajuste la robe, juste à temps pour Shiro et Shin. Après ça, Shiro rassemble tout le monde et monte sur scène avant d'allumer les lumières. Il les salue rapidement avant de leur dire qu'ils sont réunis pour prendre une décision qui pourrait affecter leur avenir. Il les informe qu'environ 22 000 gobelins se sont regroupés et se dirigent vers toutes les villes ou villages qu'ils trouvent, les détruisant complètement. Il leur dit que les gobelins se dirigent vers Istol qui perdra environ 70% de ses forces si elle est laissée seule face à la menace. Les aventuriers commencent aussitôt à regarder des cartes, à discuter de stratégies pour défendre leur ville et à calculer les ressources nécessaires pour une invasion d'une telle ampleur.
Cela choque totalement la princesse car elle réalise que ces gens ne sont pas des soldats stupides qui ne savent rien faire d'autre que suivre des ordres. Ce sont des gens libres, chacun avec un cerveau entraîné pour gérer ces situations et au moins presque tous les joueurs ici ont l'esprit tactique d'un général de son conseil de guerre à Istol. Shiro continue et les informe qu'Akiba devrait être en sécurité. Et quand les gobelins arriveront ici, ils pourront très facilement les décimer complètement et compte tenu de cela, ils n'ont aucune vraie raison de sauver ou d'aider Istol. Il explique qu'ils ne gagneront rien à sauver Istol avant de passer le micro à la princesse pour qu'elle formule sa demande. Le nerd éclaire la princesse qui avance, visiblement effrayée de parler devant tant de monde, mais le nerd lui dit que ces gens n'ont jamais senti une fille en vrai, donc une princesse aura toute leur attention. La princesse prend une profonde inspiration, se présente et les informe que leur royaume sera démoli si aucune aide n'est apportée car les héros légendaires ont disparu et personne ne peut les défendre. Elle dit qu'Istol les aurait payés en or, mais leur ville est déjà 100 fois plus riche, donc c'est inutile. Elle promet une photo de leurs pieds s'ils sont prêts à se battre pour un royaume. Immédiatement, les aventuriers commencent à frapper le sol avec leurs bâtons comme des barbares, criant qu'ils veulent se battre pour elle et ses pieds, ce qui choque totalement la princesse qui ne s'attendait pas à un tel engouement de la part des aventuriers. Le nerd leur dit aussitôt qu'il dirigera leur armée et que quiconque ne tuera pas au moins 5 gobelins n'aura pas de photo de pied. Shiro, lui, sera le stratège et leur communiquera le plan plus tard. Ils se dispersent tous. Le lendemain matin, ils se préparent à partir. Ils ont pu rassembler environ 1200 personnes pour l'instant, ne pouvant pas en déplacer plus. Shiro donne au nerd un navire avec une petite force d'environ 100 personnes pour aller à Istol par la mer, tandis qu'il prend les forces restantes à cheval et en calèche, informant Brock qu'ils vont établir un quartier général dans une forêt où les monstres sont rares. Brock accepte et lui dit qu'il gardera un œil sur les nobles avant de raccrocher. Bientôt, Henri l'informe que le roi lui-même veut leur parler, alors ils vont dans une pièce avec le roi seul. Le roi affirme que les seigneurs sont mécontents, que la princesse ait été autorisée à quitter la maison, surtout sans faire la vaisselle, et croient que la famille royale est sous le contrôle des aventuriers. Brock y réfléchit et demande au roi ce qu'il veut faire. Le roi répond qu'il veut qu'ils signent un traité de non-agression pour qu'aucun ne puisse attaquer l'autre, et un pacte commercial pour augmenter les échanges, ce qui aidera les relations et l'économie. Brock rit et accepte l'accord, lui disant aussi d'être moins sexiste, sinon il va provoquer les filles aux cheveux bleus. Pendant ce temps, le nerd réquisitionne le navire près du port d'Istol où les gens attendent leur arrivée. La princesse semble inquiète de la situation, surtout parce qu'elle ressemble à une traînée, mais le nerd lui dit qu'il devrait Netflix and chill. Mais avant que la princesse ne puisse répondre, le nerd est appelé par son second qui lui dit de révéler la formation de bataille aux aventuriers. En ville, Nell et les autres aventuriers, y compris les novices, ont repoussé la première vague de gobelins des villes voisines et semblent très heureux. Mary s'excuse de ne pas avoir cru en leur force et leur dit que leur travail n'est pas terminé, qu'ils doivent défendre bien d'autres villes. Sur le navire, le nerd s'adresse enfin aux aventuriers et les informe qu'ils seront divisés en 4 groupes pour se déplacer plus vite et plus efficacement. Le second informe la princesse que le nerd est l'un des rares à avoir commandé une grande armée, donc il est le mieux placé. Elle lui dit aussi que le nerd a 12 gardes pour sa protection, mais qu'elle ne doit pas le tromper et lui briser le cœur. Le nerd crie aux aventuriers de se préparer au combat et leur dit d'anéantir chaque monstre qui osera se mettre en travers de leur chemin. Au moment venu, ils se rassemblent sur le champ de bataille tandis que le second donne une potion magique à la princesse qui peut voir l'énorme force de gobelins marcher vers eux avec toute sa puissance. Les mages lancent des attaques magiques massives qui détruisent une grande partie des gobelins, donnant au nerd et à ses fantassins une ouverture pour entrer dans la bataille. Il se précipite vers les forces gobelines, le nerd se jette dans la mêlée avec sa hache géante, détruisant les gobelins à droite et à gauche en une seule attaque, soutenue par les mages. Il utilise ensuite son attaque spéciale pour anéantir une énorme masse de gobelins, surprenant la princesse qui ignorait la puissance du nerd.
Soudain, 2 monstres de roche géants apparaissent près du nerd, mais ils ne bronchent pas et ordonnent au mage de les bombarder de magie. Il court vers l'un d'eux, saute sur ses épaules et lui inflige une coupure massive, détruisant l'ennemi tandis que la princesse observe son sourire bestial. Au quartier général, Shiro a mis en place un centre d'appel pour élaborer et appliquer sa stratégie, assurant une communication fluide entre les unités et le quartier général. Shin pense que la bataille est presque terminée, mais Shiro lui dit qu'il y a un problème. Quand les gobelins seront vaincus, ils fuiront dans différentes directions, ce qui signifie qu'ils attaqueront tous les villages sur leur passage. Pour éviter cela, Shiro utilise sa stratégie pour encercler les gobelins et éliminer leurs forces, mais le problème c'est que les villes côtières où seule une petite troupe est présente incluent Mary et les novices. Si les monstres marins prennent cette ville, ils peuvent briser la formation et créer des problèmes. Akatsuki demande pourquoi il ne va pas lui-même au combat, mais il répond que tant que toutes les forces ne sont pas déployées, il ne peut pas quitter le quartier général. Dans la ville côtière, les novices semblent très inquiets et nerveux à propos de cette bataille. Almari regarde à travers son télescope et remarque une énorme quantité de monstres sortant de la mer. Elle regarde autour d'elle et voit Neo lui faire un pouce levé pour donner l'ordre aux novices, afin qu'ils puissent tous achever ces monstres avant qu'ils n'atteignent la ville. Shiro apprend qu'il n'y a que 60 aventuriers en ville contre 1 millier d'ennemis et envoie rapidement des renforts. Pendant ce temps, la bataille commence et au début, les novices semblent submergés par le nombre écrasant d'ennemis et Neo veut les aider. Mais le chef l'arrête et lui dit de récupérer sa force et son mana avant de s'engager à nouveau dans la bataille. Nao remarque que Toya combat sans peur, éliminant plusieurs ennemis à la fois. Sera le couvre et invoque des créatures pour les aider. Yuanisu et Rudy se battent bien. Rudy saute au milieu et utilise un sort de feu pour anéantir les ennemis. Pendant ce temps, Minou surveille l'état de chaque membre du groupe et élabore des stratégies. Cela leur rappelle le style de Shiro qui lui permettait de prédire l'avenir. Minou, bien qu'elle ne puisse pas encore le faire, essaie de l'imiter. Après avoir vaincu les monstres, Minou dit à Neo qu'ils vont attaquer les gobelins. Malgré les tentatives de Neo pour les arrêter, ils s'enfuient. Ils arrivent de près d'un champ où des gobelins mangent des steaks. Minou demande à Rudy de les provoquer. Il utilise sa magie de foudre, les attirant. Asuzu utilise sa magie de chant pour les ralentir. Toya saute et les découpe en morceaux, tandis que les autres utilisent de leur magie pour les anéantir. Après avoir tué tant d'ennemis, ils entendent des bruits massifs de la plage et y retournent. Mary soigne les blessés, Shiro l'appelle, lui disant que les renforts arriveront dans 1 heure et qu'ils doivent tenir. Mary transmet l'info aux combattants qui tiennent bon, mais les noobs commencent à fatiguer et le mana de Rudy est très bas à cause de l'usage constant de sorts. Soudain, sous la pluie, un loup féroce apparaît de la falaise. Un groupe de gobelins et d'autres loups leur bloquent aussi le passage. Ils engagent le combat et parviennent à gérer les gobelins, mais les loups se précipitent sur eux. Sera immobilise un loup, mais l'autre esquive et attaque Toya. Minou utilise sa magie pour le défendre. Elle dit à Sera de piéger le loup pendant que les autres attaquent les 2 gobelins. Ensemble, ils les détruisent. Soudain, Minou voit les PV de Toya baisser. Il est attaqué et elle parvient à créer un bouclier devant lui. Asuzu et Rudy courent vers le loup immobilisé, mais il s'échappe, les dépasse et attaque Toya. Sera essaie de le soigner, mais il est touché et sur le point de mourir, encerclé. Minou est figé de peur que Toya ne meure. Soudain, Rudy devient le MVP. Il court vers le loup, saute dessus à main nue et le distrait, tandis que le loup le projette contre le mur. Toya est attaqué par un gobelin mais bloque. Les loups s'enfuient avec Rudy et étaient sur le point de le dévorer, mais il frappe dans la gueule du loup et utilise une explosion de feu pour les détruire. Minou et les autres se précipitent vers lui, le trouvant au sol. Sera tente un sort de résurrection, mais ça ne marche pas. Minou utilise un sort encore plus puissant sans succès. Asuzu s'effondre et leur révèle la vérité. Rudy n'a jamais été un aventurier, juste un PNJ normal qui rêvait de le devenir. C'est pourquoi Asuzu l'avait gardé secret. Toya réalise qu'il ne peut être ressuscité.
Pendant qu'Asuzu pleure, Sera utilise son sort de soin, mais il ne semble pas assez puissant. Minou appelle Shiro à l'aide. Shiro sort aussitôt avec Akatsuki, monte sur un griffon et se précipite vers leur position. Il les appelle et leur dit de continuer à utiliser des sorts de résurrection et de soins sur Rudy. Il explique à Akatsuki que même si le mana de Rudy est à 0, ses PV ont été un peu sauvés par la magie de résurrection immédiate. Si sa théorie est juste, il y a un moyen de le ressusciter. Il reçoit un appel de Mary qui lui dit que les renforts sont arrivés, la bataille en mer a commencé et qu'il devrait s'en sortir. Shiro se précipite, puis atterrit et dit à Akatsuki d'aider à la plage. Il entre dans la ville et trouve Rudy inconscient au sol, le groupe utilisant leur sort de soin. Shiro leur dit de l'ajouter au groupe, puis utilise une nouvelle compétence magique canalisant le mana de tous vers Rudy. Son cerveau redevient actif, mais il est dans le coma. Il leur dit d'utiliser toute leur capacité de soin et Rudy ouvre les yeux sous les larmes de tous. Shiro sort aussitôt un contrat et dit à Rudy qu'il lui offre un poste dans sa guilde, ce qui fera de lui un aventurier selon les termes du contrat. Il ne sera plus un PNJ. Shiro a réalisé qu'il était assez puissant pour créer de tels documents contournant les lois du jeu. Rudy parvient à signer le contrat. Une lumière jaune émane de lui, il flotte dans le ciel. Shiro dit qu'il sera réincarné à l'église. De retour sur le champ de bataille, une immense armée de loups féroces et un hobgoblin approchent. Le stratège les rencontre dans la vallée avec ses forces. Les gobelins ne font pas le poids, ses troupes démolissent les monstres un par un avec des flèches et même un oiseau de feu qui les pulvérise. Certains survivent, mais le stratège est ravi de s'en occuper et met fin aux hobgoblins d'un seul coup. Ainsi, la première bataille se termine sur la plage et sur le continent, donnant à nos héros un peu de repos. Un mois après la bataille, Shiro reste enfermé dans sa chambre tandis que les autres profitent d'une fête somptueuse organisée par le roi. Shiro n'a aucun intérêt pour ces formalités, sachant que la guerre contre les gobelins n'est pas finie et que le roi gobelin se cache pour reprendre des forces. Il sort prendre l'air et voit une femme raconter des histoires aux enfants, ce qui lui rappelle Regan, le mage étrange. Il va dans sa bibliothèque où Regan semble connaître la magie qu'il a créée pour ressusciter un PNJ et en faire un aventurier. Selon lui, c'est une magie de classe mondiale qui peut changer le fonctionnement de leur monde. Il lui dit aussi avoir récemment vu un faisceau magique similaire de l'autre côté du continent, mais ignore qui est assez puissant pour le créer. Cela effraie un peu Shiro. Regan l'avertit aussi que le roi gobelin n'est pas le seul problème, des rumeurs disent que d'autres monstres émergeront bientôt de l'autre côté du monde. Shiro le remercie et retourne à la fête où tout le monde danse. Il décide même de danser avec Loli qui en est ravi. La semaine suivante, tous retournent à Akiba, y compris la princesse qui a décidé d'y rester comme ambassadrice d'Istel. Shiro propage aussi la rumeur que les gens perdent la mémoire en mourant, évitant la panique, mais les aventuriers lui font moins confiance. Quelques mois passent et Akiba décide d'organiser son premier festival pour animer la ville et lui redonner vie. Le festival bat son plein et tout le monde semble en profiter. Shiro, comme d'habitude, s'enferme avec sa paperasse, cherchant à éviter le festival autant que possible, passant son temps à parler à Akatsuki de leur vie et de leurs objectifs. Ils se rapprochent et développent des sentiments l'un pour l'autre. Mino, amoureuse de Shiro, assiste à cela et en est attristée. Le lendemain, le festival reprend. Mino ravale ses sentiments et Akatsuki trouve toujours un moyen d'être près de Shiro. En se promenant avec Akatsuki, Shiro remarque que l'ambiance devient tendue. Les PNJ sont agressifs envers les aventuriers, l'un d'eux tente même de frapper son charou, mais Shiro bloque le coup d'un doigt et le PNJ s'en va. Pendant ce temps, pour se distraire de Shiro, Mino aide Shin avec sa paperasse. Beaucoup de nouvelles personnes sont arrivées à Akiba pour travailler et elle remarque de nombreuses failles majeures dans les documents qui semblent intentionnels et planifiés. Shiro s'en inquiète immédiatement et envoie Akatsuki vérifier l'état de la sécurité, pensant qu'Akiba est attaqué.
Il retourne vite à la salle du conseil où, avec Henry, il tente de comprendre la raison de cette étrange série de problèmes. Des gens ont commandé une chose et en reçoivent une autre, leurs bagages sont perdus et ils ne peuvent obtenir de remboursement, peu importe le temps qu'ils attendent. Pendant ce temps, la princesse organise un petit festin pour le seigneur Mal, un noble d'une autre région qui vient à Eiba pour un traité avec Istel et le conseil. Mais la princesse est très inquiète car il est réputé imprévisible et grossier. De retour au conseil, Shiro reçoit le rapport que le seigneur Mal est arrivé en ville entouré de gardes du corps. Il pense que ce seigneur pourrait être derrière cette série de problèmes, cherchant à faire haïr le conseil pour son incompétence. Selon lui, le seigneur veut ruiner la relation entre Istel et Akiba afin de créer des traités qui le bénéficient le plus. Henry demande s'ils doivent annuler le festival, mais Shiro lui conseille de ne pas le faire. Le seigneur le souhaite pour pouvoir dire que le conseil est inutile et rempli d'imbéciles. Il contacte immédiatement Nao qui s'amuse dans les rues et lui dit de surveiller les environs pour qu'aucun nouveau conflit n'éclate. De retour à l'atelier de Shin, la paperasse est folle, mais Mino prend les commandes et gère le problème à une vitesse supersonique, triant les plaintes et s'occupant de la pile croissante de documents. Pendant ce temps, Toya, qui tente de gérer la situation au stand de service client, est impuissant face à la file interminable de gens. Au conseil, Shiro s'inquiète sur la carte des zones où ces problèmes surviennent car il ne trouve aucun schéma. Même quand Henry l'informe d'une calèche cassée bloquant la route, il ne comprend toujours pas pourquoi cela arrive ou la raison du choix de cette route. Au festival, les PNJ répandent faire des rumeurs selon lesquelles le conseil essaie d'arnaquer les gens comme des escrocs, mais sont effrayés par Isaac. Le chef appelle Shiro et l'informe que beaucoup de bagages ont été perdus. Il pense que tout est intentionnel car de nombreux PNJ dont les problèmes sont résolus font toujours des histoires et bloquent la file, tandis que le nombre de personnes ayant perdu leurs affaires augmente. De plus, les PNJ blâment les aventuriers pour ces problèmes. Les aventuriers sont des guerriers du clavier, pas habitués aux insultes sans réagir. Shiro est complètement dépassé et confus, mais même le chef ne comprend pas la situation. Shiro repense à chaque incident, se disant qu'il doit y avoir un schéma quoi qu'il arrive. Soudain, Henry et Akatsuki informent Shiro de deux nouveaux problèmes. Beaucoup de pizzas ont été livrées chez un diabétique et des gens ont uriné dans une piscine. C'est là que Shiro comprend qu'il n'y a absolument aucun schéma à ces incidents et qu'une racaille sans cervelle improvise tout cela. Le problème est que Shiro ne peut pas penser comme ça, étant très analytique, il lui est presque impossible de gérer l'aléatoire. Il finit par aller au lac pour se détendre seul. Suji et son entourage arrivent, lui disant qu'ils viennent de manger des gâteaux gratuits livrés chez un inconnu. Shiro réalise que c'est la clé du problème, seul un abruti peut vaincre un idiot sans cervelle. Il lui dit de prendre les commandes et de faire ce qu'il veut. Pendant ce temps, à la fête, la princesse exprime sa gratitude aux aventuriers qui sont contents des choix de pied et lui disent de ne pas s'inquiéter. Alors qu'elle s'inquiétait du stockage, le seigneur Mal entre, entouré de ses gardes, va droit vers la princesse et l'insulte un peu. Cet idiot au nez de gnome, ressemblant à Voldemort, dit à la princesse qu'ils sont des nobles et ne devraient pas occuper la même pièce que de simples aventuriers. Un aventurier lui dit de se calmer et de profiter, mais les gardes le jettent à terre immédiatement. Les aventuriers semblent se fâcher, mais une des servantes s'excuse tandis que la princesse tente de le calmer pendant qu'il sent ses cheveux comme mon oncle le faisait quand j'étais jeune. Les aventuriers semblent s'énerver tandis que les gardes les provoquent encore plus, mais la princesse leur fait signe de ne rien faire. Voldemort prend le verre et jette tout le vin dehors, insultant Akiba et Istel. En ville, le problème se résout lentement car Suji et son entourage de filles séduisent les gens à tout va, leur faisant oublier leurs problèmes. Soudain, Shiro reçoit un message signalant des problèmes à la fête. Il dit au chef de prendre les commandes ici pendant qu'il cherche à résoudre les autres problèmes. Pendant ce temps, à la fête, Voldemort s'énerve contre la princesse pour ne pas avoir préparé suffisamment de stockage pour tout ce qu'il a apporté et la princesse est dépassée. Heureusement, au dernier moment, Shiro arrive et décide de s'occuper lui-même de Voldemort. Tandis que Voldemort regarde Shiro,
Le Nerd et Brock arrivent à la réunion et lui disent qu'ils sont les membres du conseil représentant Akiba. Shiro dit à Voldemort qu'il a entendu parler de problèmes concernant une lettre envoyée à la princesse pour préparer le stockage de nourriture et d'épices que la princesse n'a jamais reçu. Voldemort répond que la princesse est inutile et n'a rien préparé. Le Nerd s'approche et lui montre une lettre rédigée par Shiro disant au Seigneur que le conseil a reçu la lettre et a tout préparé. Le Seigneur, cependant, dit que selon ces informations, il n'y a pas assez de capacité de stockage dans les entrepôts d'Akiba. Mais Brock s'approche et affirme que son entrepôt de marchand a plus qu'assez de capacité pour tout stocker et est même prêt à prêter des chariots. Voldemort commence à s'énerver car Shiro savait déjà que le Seigneur n'avait envoyé aucune lettre ni apporté de nourriture périssable et que tout cela était une stratégie pour faire sentir mal la princesse. Le Seigneur s'éloigne immédiatement vers son navire, voulant prendre l'air, tandis que Shiro et les autres décident de terminer le festival en beauté avec de nombreux concerts et feux d'artifice qui divertissent toute la base de joueurs, faisant échouer le plan du Seigneur et rendant tout le monde heureux. Le soir, il dîne avec Minot, qui lui fait réaliser que le Seigneur ne peut pas être le cerveau. Il enquête et retrouve la femme qu'il a vue une fois au château d'Istel. Il reconnaît immédiatement son aura et lui dit de révéler sa vraie nature. Alors la femme enlève simplement son maquillage et devient une furie encore plus belle. Elle explique que tout ce plan a été conçu par elle pour attirer Shiro dans sa guilde, car dans le monde réel, elle était toujours ignorée parce qu'elle était une TikToker. Elle a commencé à jouer, mais même là, on se moquait d'elle. Un jour, elle a rencontré Shiro qui se fichait de son compte TikTok et l'a même trouvée talentueuse. Depuis, elle est obsédée par lui. Elle a même pris le contrôle d'un continent entier pour que tous détestent Shiro et Akiba, le forçant à partir. Dans sa vulnérabilité, elle le fera tomber amoureux. Elle s'approche, le touche et lui dit de quitter Akiba pour la suivre car elle l'aime beaucoup. Mais Shiro la gifle et lui dit qu'il est le Riz King et que plein de filles sont déjà folles de lui. La furie s'énerve et part. Shiro retourne à sa guilde et a une conversation émouvante. Toya et Minot lui disent à quel point ils ont appris de lui. Nao lui assure qu'ils le soutiendront toujours, profitant de cette paix, sachant qu'un jour ils devront finir le jeu et en sortir. C'est tout pour cette vidéo, likez, abonnez-vous pour la partie 2. La suite à l'écran.